Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 24 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que votre semaine démarre bien, que tout démarre comme vous l'avez envie. Moi je vais passer tout de suite à un petit update lecture et je vais d'abord vous parler de ce livre que j'ai terminé dimanche de Coralie Collier, Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Perny, qui est donc paru aux éditions Sud-Ouest, Feel Good, dans la catégorie Feel Good. Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Perny, c'est l'histoire donc de Perny, sans grand suspense. Et Perny, en fait, elle est mannequin, mais pas n'importe quel mannequin. Elle défile pour les plus grands couturiers, etc. Perny, elle pète un petit peu plus haut que son cul, elle se croit un petit peu au-dessus des autres. Elle a quand même laissé sur le carreau pas mal de proches. Elle est assez distante et froide avec son mari. La meuf qui se croit un peu au-dessus des autres, c'est Perny. Et un jour, Perny, elle va croiser la route d'une femme qui va lui dire que si elle ne réalise pas les 12 travaux, eh bien elle va mourir et que dans 30 jours, Perny ne sera plus. Alors Perny, elle ressort de cette rencontre un petit peu chamboulée parce qu'en même temps, elle a envie de dire ouais, pourquoi j'y croirais. Mais cette femme lui a dit quelque chose que Perny avait fait un jour où Perny en avait peut-être un peu trop marre de pas manger comme elle le souhaiterait parce qu'elle est mannequin, un jour où Perny a un petit peu trop tiré sur la corde et passé dans la tête de Perny une envie de mourir. Et cette femme va lui parler de ça, de cet instant de vie. Et du coup, ça perturbe beaucoup la jeune femme puisqu'elle se dit mais comment elle peut savoir un truc pareil? Et du coup, elle va donner de l'importance en fait à ce que cette femme lui dit et se mettre à faire des recherches sur les 12 travaux. Évidemment, les seuls travaux qu'elle trouve, ce sont les 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès pour les Grecs. Mais il y a quand même peu de chances qu'elle croise un Cerbère, etc. Cette rencontre-là, elle va vraiment venir la chambouler et remettre énormément de choses en question dans sa vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on ferait s'il nous restait plus qu'un mois à vivre sur Terre? Voilà pour le résumé assez succinct du roman. C'est un livre de développement personnel, c'est un livre qui va également parler de sophrologie. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si je trouve que c'est un peu facile entre guillemets, c'est-à-dire que Perny, qui est vraiment une sacrée personnalité assez antipathique, va très rapidement changer, sa personnalité va très très rapidement changer. Je trouve que ça va un peu vite, mais en même temps le livre il peut pas durer 1500 pages quoi. Donc le changement se fait rapidement, mais je trouve que le changement il est bien fait, bien amené. Je trouve que l'autrice nous distille un petit peu tout au long de la lecture des conseils que je trouve précieux et pas dit de façon moralisateur. Et puis l'histoire, je la trouve chouette. Perny, je m'attache beaucoup à cette jeune femme parce qu'en fait, sa vie de mannequin, quand tu la regardes de l'extérieur, tu l'envies pas du tout. Enfin, je veux dire, elle mange pas à sa faim. Quand elle commence un petit peu à changer sa manière de fonctionner, Perny, elle va aller dans un restaurant et elle va mâcher la nourriture et la manger et l'avaler. C'est complètement débile en fait pour nous tous, mais Perny le mannequin va recracher pour pas prendre un seul gramme. Et en fait, on voit toutes ces fêlures, toutes ces blessures qu'elle s'est infligées à elle-même pendant des années pour parvenir au standing auquel elle est parvenue, mais qui la rendait pas nécessairement heureuse. Et donc, on va voir cette transformation chez Perny et vraiment, je m'attache beaucoup à Perny. Il y a tout un tas d'autres personnages qui vont venir graviter autour de Perny que je trouve hyper chouette et c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment bien écrit parce qu'en plus on va rencontrer plein de personnages différents qui vont tous avoir un lien entremêlé sans vraiment s'en rendre compte et toi t'assistes à ça en fait lecteur et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien réalisé. Et puis à la fin, l'autrice nous propose 12 travaux de sophrologie. Alors les 12 travaux, tout le long du livre, c'est assez flou. C'est une métaphore en fait. Il n'y a pas de travaux à effectuer. Perny n'effectue pas 12 tâches comme j'aurais pu penser en lisant le titre de ce livre. Mais par contre, l'autrice nous propose bien à la fin de son roman 12 travaux de sophrologie. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Le premier par exemple, c'est chasser le superflu. Et donc elle nous
donne des conseils pour le mettre en pratique avec une pratique, deux pratiques différentes. Se délester du poids du négatif, lâcher prise. Apprendre à lâcher prise, un terme qui pour beaucoup donne le vertige, mais rassurez-vous, ce n'est pas si compliqué. Je vous le jure, laissez-vous guider. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise, jamais. Et j'ai essayé pourtant. J'ai fait de la sophrologie justement, et comme je ne lâche pas prise, en fait la sophrologie n'a aucune emprise sur moi. Je ne parviens pas à rentrer dans le truc. Pourtant vraiment, j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas lâcher prise. Je ne sais... Inconsciemment en fait, j'ai besoin d'être dans le contrôle permanent, et du coup en sophrologie, je ne lâche pas prise. On a déjà essayé l'hypnose sur moi, alors pas l'hypnose de spectacle, hein, c'est pas Mesmer qui est venu à la maison, mais quelqu'un que je connais très bien qui pratique l'hypnose. Et ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai pas réussi à me projeter, à être dans un état un petit peu second. C'est pas du tout venu non plus. Enfin voilà, il y a des chouettes conseils dans ce roman-là que je ferai bien d'appliquer, et j'ai passé vraiment un bon moment avec Perny. C'est un bon livre de développement personnel, il est un petit peu différent que d'habitude, un petit peu plus travaillé que parfois ce que j'ai pu lire en développement personnel où c'est hyper simple, hyper cliché. Là, il y a une vraie histoire de fond, et vraiment c'était chouette. Un grand merci aux éditions Sud-Ouest et à Coralie Collier de m'avoir fait confiance pour lire son roman. Ah bah j'ai mis le mode flou encore. Il va falloir que j'arrête de faire ça parce que du coup on voit pas les livres derrière, c'est un peu con. Sinon niveau lecture en cours, je suis dans Éteignez tout et la vie s'allume de Marc Lévy. C'est un roman que j'avais reçu de la part des éditions Robert Laffont au mois de décembre, et je l'ai pris à l'audio sur Lydie. En fait je l'ai eu par l'intermédiaire de NetGalley sur Lydie, donc voilà, je l'écoute actuellement sur Lydie. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog, il est assez court, il fait 212 pages, mais c'est écrit assez gros, assez espacé. Je crois que je suis à 80% de ma lecture audio alors que je l'ai attaqué la semaine dernière. Donc voilà, je l'aurai très certainement fini dans ce vlog ou dans celui juste après. Et niveau lecture en cours, je suis en plein dans La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, qui est donc paru aux éditions Charleston. Ça c'est le tome 1 actuellement, il me semble qu'il y en a 5 qui sont sortis et qu'il y en a un 6e qui arrivera, si je ne dis pas de bêtises. J'en suis à la page 549, il me reste une cinquantaine de pages. Combien il fait de pages? 596. Donc voilà, il me reste même pas 50 pages pour le terminer. C'est dans le cadre de la lecture commune que j'organise. Il y avait un découpage de faits en 6 parties. Le découpage pour le tome 2 est disponible sur mon compte Instagram. Si jamais vous voulez nous rejoindre pour cette lecture commune, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et le découpage du tome 2 se fait en 5 parties. Et à chaque fois, on a 5 jours pour le lire, entre le 1 et le 5 février, partie 1. 6 à 10, partie 2, etc. Donc voilà, j'ai presque terminé et je pourrais vous en faire l'update dans ce vlog. Ça rendrait si bien si c'était pas flou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est jeudi. Je voulais vous reprendre hier et puis le tunnel du mercredi. J'en ai déjà parlé 1500 fois sur ma chaîne, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Depuis mardi que je vous ai pris, j'ai terminé 3 romans, donc je vais vous en parler tout de suite. D'abord sur Lydie, que j'avais eu par l'intermédiaire de NetGalley, j'ai pu écouter Éteignez tout et la vie s'allume de Marc Lévy, son dernier, qui est donc paru lui aux éditions Robert Laffont. Je ne vais pas revenir dessus, il est extrêmement court, donc je l'ai écouté extrêmement vite. Éteignez tout et la vie s'allume, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Adèle et qui prend le bateau en première classe pour se rendre à l'enterrement du grand amour de sa vie, un homme qui était plus âgé qu'elle, Gianni. Et sur ce bateau-là, elle va rencontrer un homme beaucoup plus jeune qu'elle qui s'appelle Jérémy. Et ensemble, ils vont commencer à avoir une discussion. Alors Jérémy, lui, est pas en première classe, il est dans la classe en dessous. Et ils vont commencer à avoir une discussion comme ça sur le bateau, un espèce de magnétisme qui va s'opérer entre les deux personnages. En fait, sur le bateau, au bout d'un moment, Jérémy va complètement fausser compagnie à Adèle. Et puis un peu plus tard dans l'histoire, une fois qu'elle a débarqué, etc., elle va retomber dessus et de nouveau, ils vont rentamer une conversation. Et il va finir par aller avec elle à l'enterrement de Gianni.
Alors j'étais contente parce que y a certains romans de Marc Lévy que j'ai vraiment beaucoup aimé, où on est un peu sur du fantastique, avec Et si c'était vrai par exemple, son tout premier roman. Et c'est là aussi, une histoire d'amour impossible, et là c'était un peu ça, on parle de cette femme qui a eu une relation avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, et que c'était compliqué, et qu'ils auraient aimé arrêter le temps, etc. Et il est question d'horloge dans ce roman-là, alors je me suis dit tiens, il va y avoir quelque chose un peu comme c'est faire Marc Lévy. Et puis à côté de ça, on sent qu'il y a une relation particulière qui se crée entre Adèle et Jérémy, et là ça va être l'inverse, elle va peut-être s'attacher à un homme qui est plus jeune qu'elle. Bref. Du coup, on est un peu sur ces histoires d'amour avec des grandes différences d'âge qui, à première vue, paraissent pas possibles, et puis qui finalement le sont tout à fait. Et je suis très 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 dubitative sur ce roman parce qu'en fait c'est une grande conversation en fait entre un homme et une femme, entre ce qui arrive dans la vie, etc. Et moi je passe à côté parce que j'y trouve pas mon intérêt. Pour ma part, personnellement, ce n'est que mon propre avis. Je comprends pas en fait où il veut en venir. C'est une histoire toute mignonne en fait. Enfin, je crois que Marc Lévy peut nous proposer beaucoup plus et beaucoup mieux. Et j'en suis navrée la première parce que vous savez comme j'aime pas dire du mal d'un roman, mais là je le trouve sans intérêt. Le personnage d'Adèle, il m'énerve dès le début, vraiment. On dirait un peu Elle a eu cet amour avec Gianni auquel je crois, mais elle a cette attitude aujourd'hui à laquelle je crois pas, que je trouve un peu pédante, un peu se croire supérieure parce qu'elle est en première classe. Enfin vraiment, Adèle, je m'accroche pas du tout à elle, et j'ai du mal en fait à me dire, à croire à... Pardon, j'ai ma montre qui vibre. Et j'ai du mal en fait à rentrer dans l'histoire et à comprendre où il veut nous emmener. C'est juste une tranche de vie en fait. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Tu sais comment ça va finir dès le début. Enfin, ouais, je sais pas. Je suis assez dubitative sur ce roman de Marc Lévy et dommage, ça n'a pas fait pour moi. Mais comme d'habitude, quand un roman ne me plaît pas plus que ça, je vous invite à vous faire votre propre avis. C'est quand même Marc Lévy, ça doit être moi qui ai passé à côté. Je sais pas du tout. Par contre, j'aime vraiment, vraiment beaucoup la couverture. J'ai terminé La Villa aux Étoffes de Anne Jacobs. C'est donc le tome 1 et c'était donc une relecture pour moi. Dans La Villa aux Étoffes, on est en Allemagne, à Augsbourg plus précisément. On est en 1913 et c'est donc l'histoire de Marie. Marie, c'est une jeune femme qui quitte l'orphelinat dans lequel elle vit depuis très longtemps puisque sa mère est décédée il y a un bout de temps maintenant. Qui quitte l'orphelinat parce qu'elle décroche un poste dans une grande famille allemande et qui va donc rejoindre la Villa des Melzer dans laquelle elle va être aide de cuisine. Elle n'est pas spécialement bien accueillie par les domestiques. Voilà, il y a une vraie histoire entre les domestiques qui se fait. On est vraiment autant dans ce roman-là, on est autant dans les cuisines, dans les domestiques que avec la famille, avec les maîtres de maison. Et Marie, elle peine un peu à faire sa place, etc. À côté de ça, on a la famille Melzer avec le père qui est un riche industriel qui travaille dans une usine qui est le patron d'une usine de textile. On a sa femme, ses 2 filles et son fils. Les 2 filles, elles commencent un petit peu à rentrer dans le monde, à faire des balles, etc. Et le garçon, lui, c'est Paul, son prénom. Et lui, il fait des études, mais son père, il est pas hyper content de ses résultats, etc. Voilà, on est sur un vrai roman à la Downton Abbey où il y a les maîtres de maison avec les jeunes filles qui commencent à faire leur entrée dans le monde, qui attendent des demandes en mariage, etc. Il y a les 2 sœurs où il y a un petit peu cette ambiance un peu crépage de chignon où on a 2 sœurs complètement différentes. Où on a Elisabeth que j'identifie beaucoup à... Mince, je me souviens plus son prénom dans Downton Abbey, je vous le remarquerai ici. Qui est un petit peu moins jolie, qui a peut-être un petit
qui aura peut-être un peu plus de mal à avoir une demande en mariage et qui est un petit peu plus vilaine par moment. Et puis il y a Kitty un petit peu plus douce, un petit peu plus... c'est l'artiste. Et Kitty en fait elle va se prendre de passion, je sais pas exactement le terme qu'il faudrait que j'utilise, pour Marie, cette jeune femme de cuisine. Et en fait elle va lui demander de venir dans sa chambre régulièrement parce qu'elle aimerait la peindre et elle aimerait lui apprendre à peindre. Ça ne plaît pas du tout à Monsieur Melzer qui dit qu'il va finir par renvoyer Marie parce qu'il est hors de question que une femme de cuisine passe autant de temps dans la chambre de sa fille. Et puis finalement il trouve un subterfuge. Bref, tout ça je vous dis pas, je commencerai un petit peu à vous spoiler les choses. Et encore à côté de ça, on comprend que Marie, cette jeune orpheline, n'arrive pas par hasard dans cette villa chez la famille Melzer, puisqu'on comprend très rapidement que qu'il y a un secret qui se cache dans le fait que Marie vienne travailler pour la famille Melzer. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Je pourrais vous en dire un petit peu plus, mais je vais pas le faire parce que je risquerais déjà de vous spoiler. La Villa aux Étoffes, Anne Jacob, je l'ai déjà dit 700 fois je pense, mais je trouve vraiment que c'est le roman qui se rapproche le plus de Downton Abbey avec cette ambiance, etc. Il se passe déjà beaucoup de choses dans ce premier roman. Chaque personnage évolue beaucoup, chaque personnage bouge beaucoup. Il y a des grossesses, il y a des demandes en mariage, que ce soit chez les domestiques ou chez les maîtres. Il se passe vraiment beaucoup de choses. On est sur une saison 1 presque, j'ai envie de dire, dans laquelle il se passe vraiment beaucoup de choses. Moi je passe vraiment un super moment à la Villa aux Étoffes parce que je m'ennuie pas une seule seconde en fait. Alors est-ce que c'est le fait que j'ai fait un découpage et que je l'ai lu sur tout le mois et que j'ai lu qu'une partie par partie, mais vraiment je m'ennuie pas. Je trouve pas qu'il y ait de longueur. Je trouve tous les personnages intéressants avec un vrai rôle, avec chacun une vraie valeur ajoutée. Il finit sur une petite annonce où tu te dis ah mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome suivant, et voilà, vraiment j'aime beaucoup la Villa aux Étoffes. J'ai trop hâte de lire la suite. Pour moi c'est une relecture, mais j'ai vraiment bien fait de la relire parce que je pense que je me serais pas souvenu de tout. Et voilà, j'aime beaucoup Marie, cette domestique qui devient finalement, qui a un autre rôle, qui évolue très rapidement dans cette villa, qui va comprendre rapidement qu'il y a un secret autour de cette famille, dans cette maison, et qui va essayer d'aller plus loin, qui va essayer d'en savoir plus. Et elle est hyper courageuse, hyper téméraire. Elle est pas soumise malgré son rang de domestique. Voilà, c'est pas celle qui va se taire. Et j'adore Marie. Vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Paul aussi, le fils Mel. Parce que pareil, il ne se tient pas forcément à son rang. Et comme Marie ne se tient pas à son rang, lui ne tient pas forcément au sien. Et on est sur des gens un peu précurseurs sur l'avenir, je trouve. J'ai trop hâte de lire la suite maintenant et de voir si mon engouement pour cette saga se confirme. Là, on s'arrête, on sent que la guerre gronde. Je rappelle qu'on est en Allemagne, donc là, on va vivre ça du côté des Allemands. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 qu'on lit également en lecture commune sur le mois de février. Je vous en reparle donc très vite de la Villa aux Étoffes. On m'a encore demandé plusieurs fois ce mois-ci si je préférais la Villa aux Étoffes ou si je préférais les héritières de Löwenhof, et je trouve que c'est vraiment différent puisqu'en fait les héritières de Löwenhof, on est plutôt sur une femme qui doit reprendre les rênes d'un domaine alors qu'elle a rien demandé. Et là on est vraiment sur une vie de famille avec un père, une mère, des enfants, une entrée dans le monde, des domestiques. On voit un tout petit peu moins je trouve les domestiques dans les héritières de Löwenhof, alors que là on est autant d'un côté que de l'autre. Et ouais, vraiment je peux pas préférer l'une ou l'autre parce que c'est complètement différent, mais vraiment j'aime beaucoup celle-ci. Et je vous en reparle très vite, mais ça je l'ai déjà dit. Et j'ai terminé en 24 heures la capture de Nicolas Lebel. C'est donc un tome 2, c'est la suite. Le tome 1 s'appelle Le Gibier. Je l'ai lu il y a un petit bout de temps déjà. Du coup je vais aller très vite puisque c'est une suite et que j'aimerais pas trop spoiler par rapport au tome 1. Dans ce roman là on se retrouve sur l'île de Morgellen. Je ne suis pas sûre de la manière dont ça se prononce. On est donc en Bretagne et en fait on va découvrir un homme qui est en planque depuis 3 ans, un policier qui est rejoint par une toute nouvelle recrue. Et en fait il planque parce que il surveille un prêtre qu'il soupçonne être un criminel de guerre. Il a changé de nom, rien ne prouve que ce prêtre-là est
celui qui cherche depuis 1991. C'est donc un prêtre croate, c'était pendant la guerre avec la Serbie, la Croatie, etc. Et en fait, il cherche à arrêter cet homme, à prouver que c'est bien le bon prêtre, pour qu'il réponde en fait des crimes qu'il a commis. Et en fait, le temps passe puisque dans 6 semaines, le temps imparti pour arrêter quelqu'un, tiens, j'ai un trou de mémoire, comment ça s'appelle ? Ah, il y aura prescription. Voilà, pardon. Parce que dans 6 semaines, il y aura prescription et il ne pourra plus être accusé de ces crimes. Et à côté de ça, on va retrouver Yvonne Chen, cette lieutenante qu'on découvre dans le gibier, qui traque toujours le même groupe qu'elle traque dans le gibier. Et cette traque va la conduire sur l'île de Morgellen également. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire parce que j'ai vraiment trop peur de vous spoiler quelque chose du gibier. Le gibier, vraiment, j'avais adoré ma lecture parce qu'il y a beaucoup de choses inattendues que Nicolas Lubel, il a un humour très noir, très particulier, qui se mêle à la perfection, je trouve, avec un thriller. Dans le premier tome, il dénonce l'apartheid, là il dénonce des crimes qui ont eu lieu en 1991 pendant cette guerre. Et c'est hyper bien ficelé, c'est hyper addictif en fait. Plus tu avances, un coup t'es avec le groupe, un coup t'es avec le duo de flics en planque, un coup t'es avec Yvonne, un coup t'es avec d'autres personnages qui viennent s'intégrer dans cette histoire. Et vraiment, je passe un excellent moment parce que c'est addictif, c'est drôle et il se passe beaucoup de choses. Il n'y a aucun temps mort, je trouve. Je l'ai lu en 24 heures, il est court, il fait même pas 300 pages, mais vraiment, j'ai adoré ma lecture. Je pense qu'il peut se lire indépendamment, mais que ça serait vraiment dommage de ne pas lire le gibier avant pour ne pas comprendre la rage que possède Yvonne Chen, ce personnage féminin hyper bourru, hyper très froide, très individualiste, très particulière. Vraiment, c'est un personnage très particulier qu'il a construit Nicolas Lebel. Et pourtant, c'est un personnage que j'adore. Vraiment, Yvonne Chen, je l'adore. Elle est vraiment très animée comme flic et elle fonce et elle s'en fout. Et vraiment, j'adore ce personnage. Et cette fin absolument incroyable où, je le sais puisque j'en ai discuté avec Nicolas Lebel quand je lui ai acheté ce roman-là à Brive, qu'il y a une suite, parce que de toute façon, vu comment il termine, il y a forcément une suite. Je vais me faire une fiche résumée parce que j'aimerais ne rien oublier. Pour faire très court, c'est un très bon policier où il y a des personnages assez forts, dont Yvonne Chen, le personnage principal, l'enquêtrice on va dire principale, mais pas que. Les meurtriers sont également des personnages très travaillés, très vicieux. Et il y a le fond historique qui n'est pas lourd, qui n'est pas donneur de leçons, enfin t'as pas l'impression de prendre un cours d'histoire et pourtant t'apprends plein de choses. On sent qu'il est extrêmement documenté, Nicolas Lebel. Il y a beaucoup d'action et il y a beaucoup d'humour, enfin vraiment pour moi c'est un sans faute. La capture, Nicolas Lebel, je sais pas s'il plaira à tout le monde, mais moi vraiment j'ai adoré. Voilà, j'ai fait une petite réception que je vais ouvrir avec vous. Je sais ce que c'est et je me demande même si je vais pas l'attaquer tout de suite. Enfin tout de suite, aujourd'hui quoi. Parce que j'ai vu que Flo et Estelle l'avaient attaqué et que peut-être je vais les rejoindre dans cette lecture commune et essayer de les rattraper. Bref, j'ai reçu Ils étaient 7 de... alors j'ai pas le nom complet. CA. C'est quoi CA? On sait. Non, c'est marqué CA partout. De CA Larmeur, Ils étaient 7. Le club amateur des romans policiers. C'est donc un cosy mystery qui paraîtra le 2 février au Cherche Midi. Je vais vous lire la 4e. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers.
Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont chauds. Mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7 va enchanter les amateurs de Cozy Crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans Le crime du SS Orient. Écoutez, je suis hyper curieuse en fait, on en avait discuté avec Benoît à Brive également et il était hyper enthousiaste sur cette sortie. D'accord, la suite ça sera en août 2023. Peut-être que je vais l'attaquer tout de suite, je sais pas encore, j'hésite entre ça ou encore un policier thriller. En fait, dès que je remets le nez dans un policier thriller, j'ai plus envie que de lire que ça, vraiment. Donc c'est soit je me sors tout de suite des policiers thrillers avant d'avoir envie d'en lire 7000 et je repars dans un Cozy Mystery. Je sais pas. En tout cas, il me fait très envie celui-ci et je suis hyper curieuse de ce que ça peut donner. De surfer sur Agatha Christie, ça peut être hyper dangereux. Un grand merci Benoît du Cherche Midi pour l'envoi. Ce collier, il m'énerve. Toujours en train de s'emberlificoter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi, il est 12h30. Je vais manger un petit truc vite fait et je m'apprête à partir à Lille pour une soirée ce soir qui est organisée avec le Furet du Nord et avec le Crédit Agricole. C'est une soirée lire et faire peur, je crois que c'est le nom du thème de la soirée. Parce qu'il me semble que c'est les nuits de la lecture ce week-end, mais je dis peut-être n'importe quoi, c'était peut-être le week-end d'avant. Et j'ai donc été invitée par les éditions Pocket à aller assister à une rencontre avec 3 maîtres du thriller qui fait peur. Et donc ce soir, je vais à une rencontre où il y aura Franck Tilliez, Maxime Chatham et Bernard Minier, pardon, j'ai eu un bug. Je suis trop contente parce que Maxime Chatham, j'ai jamais eu la chance encore de le rencontrer. Je trouve qu'il est assez rare en salon, dans les rencontres, etc. Donc ça va être vraiment trop cool. Et puis évidemment, sur place, je rejoins du monde. Je vais vous trouver ça tout de suite maintenant. On y va, c'est parti! Je vous reprends, on est samedi et évidemment je vais revenir sur l'événement d'hier avec la nuit de la lecture organisée par le Crédit Agricole, le Furet du Nord, et les éditions Pocket. C'était donc à Lille et j'ai été invitée et j'étais vraiment hyper contente d'y aller. C'est une fusée de l'espace. Une fusée de l'espace. Montre. On dirait un peu une... Regarde, elle est belle. Ah bah, sublime. Le fusée, c'est là. D'accord. Elle a très bien fait le fait, non? Toi, tu as très bien fait le feu. À tout à l'heure. Ferme-moi la porte, ma biche, s'il te plaît. Ferme la clé? Non, pas à clé, non. C'est quand on a fermé ça. Oui, mais moi, je suis pas le chien, donc tu m'enfermes pas. Pardon. Il y avait donc Maxime Chatham que j'avais encore jamais rencontré en vrai. Maxime Chatham, je n'ai lu qu'un seul roman de lui. J'ai lu Insectes il y a 2 ans maintenant, je dirais. Et écoutez, j'avais beaucoup aimé. Maxime Chatham, j'y vais pas depuis un bout de temps parce qu'il a une réputation qui le précède et où c'est assez horrible apparemment ce qu'il écrit. Donc c'est vrai que Maxime Chatham, je tends un peu le dos et j'y vais pas. Mais maintenant j'en lis de l'horreur, du vrai horreur. Je pense qu'une fois qu'on a lu un Claire Favant ou un Cédric Cyr, on peut aller sur du Maxime Chatham. Donc je vais y aller un peu plus sur Maxime Chatham. Et donc hier j'ai eu L'Illusion. Bienvenue à Valcarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu des bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent et cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs. Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars
jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Valkarios où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Voilà, celui que j'ai pris de Maxime Chatham. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas eu le temps de me le faire dédicacer, celui-là. Ensuite, il y avait donc Franck Tillier, qu'on ne présente plus. Et là, j'ai pris le syndrome E, parce que j'ai déjà dans ma palle Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel, qui sont les deux premiers de Charcot. Et ça sera le premier de Charcot et Lucienne Bell. Avec ma petite dédicace... Quand Charcot rencontre Anne Bell. Et ouais, j'ai trop hâte parce que Lucienne Bell, vraiment dans les deux romans où elle est toute seule, j'adore Lucienne Bell, on en a parlé hier avec Magda et vraiment j'adore. Voilà, il faut que je me mette à jour. Je pense que Train d'enfer pour Ange Rouge, ça sera ma prochaine lecture. Je l'avais pris pour faire dédicacer au cas où, mais finalement j'ai pris celui-ci sur place. Syndrome E, donc voilà, j'ai trop hâte. Et Bernard Minier était également là et à Bernard Minier j'ai pris La Vallée. Bernard Minier je suis absolument pas à jour, j'en ai lu deux de lui. J'ai lu La Chasse, donc j'ai déjà rencontré Servaz, mais pas du tout dans le bon ordre. La Chasse c'est le dernier de Servaz qui est sorti, mais je l'avais reçu en service presse donc je l'avais lu. Évidemment, comme tous les policiers, en fait, l'enquête en elle-même, elle est toute seule, donc t'as pas forcément besoin d'avoir tout lu, mais il y a un fil continu sur la vie de l'enquêteur à chaque fois. Et du coup, il faut que je rencontre Servaz. Mais Tatane m'avait offert Glacé dans mon calendrier de l'Avent, qui est donc le premier de Servaz. Donc voilà, ça sera plutôt celui-ci que je lirai après. La Vallée, j'ai aucune idée de l'ordre chronologique dans lequel il est, mais voilà, j'ai pris celui-ci hier, qui sera évidemment lu un jour. Mais j'avoue que pour cette année 2023, j'ai plutôt envie de me mettre à jour sur Tillier. C'est plus une priorité parce que les deux que j'ai lus de lui, trois même, il y en a un où je suis restée assez dubitative parce que j'ai vu arriver la fin rapidement, mais c'était un one shot, c'était Puzzle. Mais les deux avec Lucienne Bell, j'ai tellement kiffé que j'ai envie en fait de me mettre à jour dans cette série Charcot et voilà. Minier, je me mettrai à jour mais plus doucement, on va dire. Donc voilà, vraiment trois auteurs hyper fascinants en fait, parce que hier on a parlé de les nuits de la lecture. Cette année le thème c'était l'horreur, et on a parlé des auteurs d'horreur qu'ils aiment, pourquoi ils les aiment, on a parlé de leurs films d'horreur, on a parlé de leurs séries d'horreur, et c'est hyper intéressant en fait de les entendre parler et d'entendre trois grands noms de la littérature te dire ce qui les inspire eux. Et franchement, ouais, j'ai trouvé ça hyper chouette, c'était super bien organisé. J'ai passé un excellent moment hier, je pense que vous l'aurez compris, et j'y retournerai avec grand plaisir. Voilà. Un grand merci à Emmanuel des éditions Pocket pour ces trois romans et surtout pour m'avoir permis de venir à cette rencontre qui était... quand même quelque chose. Niveau lecture, je n'ai rien attaqué depuis que je vous ai pris parce que jeudi j'avais une réunion le soir pour une de mes associations qui s'est terminée très tard et je suis rentrée et je suis ensuite allée me coucher direct et vendredi voilà, j'étais sur la route pour Lille, donc je n'ai pas pu lire en papier. Par contre à l'audio, j'ai attaqué Des cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. Là j'ai écouté un bon morceau, je pense que je suis à 35-40%, c'est quand même une sacrée belle brique ce roman là, et écoutez, j'aime bien. Il y a beaucoup plus de personnages, c'est beaucoup plus fourni que son premier tome, Les rêves de nos mères. À suivre, je vous en parlerai peut-être pas dans le vlog d'après parce que je pourrais avancer un peu moins vite je pense à l'audio la semaine prochaine, mais dans le vlog d'encore après très certainement. Sinon, je vous prends aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de réceptions hier et je vais les ouvrir avec vous. La première chose que j'ai reçue, c'est un colis qui me vient de l'école des loisirs, donc je suppose que c'est le colis des garçons en fait pour l'école des loisirs récréatifs, pour lequel je suis ambassadrice cette année, mais non. J'ai reçu le tome 2 de Mémoire de la forêt. Ce livre, écoutez, il est en haut de ma wishlist, le tome 1, donc là-bas je vais aller me l'acheter pour lire le tome 2 et je suis tellement contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Mémoire de la forêt, Michael Brun, Arnaud. C'est un roman qui me tente énormément. C'est un roman qui est le coup de cœur de l'année de beaucoup de personnes l'année dernière, dont Florence du compte Fluent Books, dont Laura du compte Laura's Reading. Et je suis choquée de recevoir ça parce que vraiment, ça me fait hyper envie. Et puis le colis, il est fou. Le tote bag. J'ai un super tote bag déjà qui vient de la boutique Le Renard Doré. Le tote bag, il est dingue.
le livre. Oh, je suis trop contente. Oh putain, ça m'a l'air incroyable. Voilà. Bon bah écoutez, je vais aller m'acheter le tome 1 et je lis. Je dévore très rapidement le tome 2. Je suis sûre que je vais beaucoup aimer cette petite illustration. Oh, je suis trop contente. J'étais sûre que c'était un colis pour les garçons. Bah écoutez, merci beaucoup l'école des loisirs pour ce colis, trop dingue. Mais il est dédicacé en plus. Chère Angélique, c'est quand les feuilles sont tombées que la forêt relève ses secrets. Merci de me suivre dans cette nouvelle aventure. Je suis trop contente. Ensuite, ça c'est un colis qui me vient de la boutique de Amélie. Son compte Instagram c'est les petits bouquins. Et en fait Amélie a lancé une campagne Ulule, je crois, il y a quelques temps, je crois que c'était Ulule. Où en fait elle voulait lancer une box pour enfants et j'avais donc participé à cette campagne Ulule et je reçois donc ma première box pour enfants. Je vais l'ouvrir avec vous. Je suis hyper curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer. Amélie, elle a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité et je suis sûre qu'elle nous propose une box sublime. Alors, oh c'est vraiment trop gentil. Ouais, c'était ça, c'était une campagne Ulule. Parce que c'est toi et pour ne pas faire de jaloux, chacun sa petite box. En fait, normalement, il y a une box pour 2 enfants. Enfin, une box. Et elle m'a fait une box pour chaque garçon. Je suis trop touchée. Donc, une box pour Noam. Une box pour Owen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces petites box? Je vais ouvrir et après je leur laisserai découvrir. Essayez d'ouvrir vite fait pour que Owen ouvre derrière et la surprise. Oh, ça doit être pour faire un Dreamcatcher. Donc, fiches de lecture, ils sont un peu petits, mais on pourra les faire ensemble. Petit planning de la semaine, en fait, pour les vacances, pour parler certainement de ce qu'ils ont fait, pour leur faire un planning. Non, je trouve ça génial, je trouve ça super bien pensé. Et un petit livret avec des activités. Donc, le petit livret avec les activités, le carnet de vacances. Ok, super. Ton carnet, les petits bouquins que tu pourras utiliser pour les vacances et y coller tes fiches de lecture par exemple ou bien les conserver. Tu peux écrire, dessiner, tu fais ce que tu veux dedans. Coller tes coloriages et autres activités que tu recevras dans chaque box de vacances. C'est ton carnet et tu en fais ce que tu veux. Pomelo Rêve, c'est un livre donc qui est paru chez Albin Michel Jeunesse et fait un vœu. C'est un livre de chez Gauthier Languero. Une fois par an, les vœux s'envolent dans les airs, ils dansent et tourbillonnent. Aujourd'hui, Lapin en reçoit 3 d'un coup. Que choisira-t-il d'en faire? Et celui-ci, derrière, c'est marqué rayure 10 grammes, glisse 25 grammes. Animaux qui n'existent pas, 30 kilos, bleu selon goût. Légumes, 3 tonnes 5. Ingratitude, 15 grammes. Pomelo à volonté. Écoutez, voilà, les 2 livres que les garçons vont découvrir avec cette box. C'est trop cool. Je les range, je leur laisserai ouvrir chacun sa petite box, c'est trop chouette. Vraiment Amélie, bravo pour cette première box qui est complètement dingue. Je vous mettrai le lien d'Amélie dans ma barre d'infos de son site internet. Voilà, c'est un chouette projet que j'avais à cœur de soutenir parce qu'Amélie, je trouve qu'elle a des idées et elle est trop chouette cette box. Bravo Amélie, t'as fait un super travail. Merci beaucoup Amélie pour ton attention et d'avoir fait une box pour chacun des garçons. C'est tellement gentil de ta part, je te remercie infiniment. Et ta box est très prometteuse et je souhaite une longue vie à cette box, les petits bouquins. Un autre colis que j'ai reçu, surprise également, me vient de Palais d'été. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors dedans, on a un livre qui s'appelle Thé sommelier, les thés en 160 leçons illustrées. Les techniques de dégustation du thé, les bons accords thé aimés, le théier et sa culture, les meilleurs thés du monde, les usages du thé en cuisine. Chaque page a été conçue pour une petite leçon autonome traitant une thématique unique. Et dedans, une boîte de thé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors d'abord, on a Panitar Golden. Les boîtes, elles sont trop belles. Ça, pour mettre le nom du thé. Et donc dans celui-ci, un grand cru. Rond et sucré qui offre un univers aromatique, floral, fruité, maltais et miellé. Pareil, hein, je vous mettrai le lien de la boutique Palais d'été dans ma barre d'infos. J'en ai un second qui s'appelle Aiguille d'argent de Yenbe. Et ça, c'est un thé blanc. Le thé blanc après le rooibos, c'est ce que je préfère. Un thé onctueux sucré aux notes vanillées, florales et d'osier
qui s'épanouissent sur une texture huileuse. Et ben écoutez, pareil avec le petit trop chouette. Et ben écoutez, je suis super contente, il est super chouette ce colis. Un très grand merci à Palais d'été pour l'envoi de ce colis et je vous reparlerai rapidement d'été quand je les aurai goûtés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et même pour ce vlog. Je vais donc le clôturer ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter cette vidéo. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à y répondre. En attendant, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!